Allez, place aux invités de notre journal ce soir. Ils sont deux. Dany Leprince, bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Nicolas, journaliste et Bonsoir. co-auteur justement du livre Ils ont volé ma vie qui vient tout juste de sortir. Dany Leprince, vous avez passé 18 ans en prison. Vous êtes sorti il y a 10 ans sous libération conditionnelle et vous avez été réduit pendant toutes ces années au silence. La justice vous interdisait de parler de l'affaire. Jusqu'alors, l'affaire, c'est le quadruple meurtre de Torigny-sur-Dué. Le 5 septembre 1994, Christian Leprince, Brigitte, sa femme ainsi que leurs deux filles, Sandra et Audrey, âgées de 10 et 7 ans, sont retrouvées morts à leur domicile. Aujourd'hui, Dany Leprince a purgé sa peine. Il prend la parole publiquement. Pourquoi ? Pour clamer son innocence, ce qu'il faisait déjà dans l'ombre depuis quelques années. Vous avez été condamné, Dany Leprince, en 1997 pour ces meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Pourtant, depuis tout ce temps, vous ne cessez de clamer votre innocence depuis. Dans un livre, pourquoi avoir décidé de coucher sur papier tout cela ? Alors, j'ai, en fait, comme l'a dit Bernard, c'était pas un objectif à atteindre. Enfin, le livre, c'était, c'était pas un objectif, quoi. En fait, moi, mon seul objectif, c'est la procédure de révision, euh, qu'on confonde les assassins de ma famille et que je sois innocenté. Ouais, après, je me suis décidé à faire ce livre pour aussi faire connaître pas ma vérité, mais connaître vraiment ce que j'ai vécu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure avec Bernard. Et alors, il s'appelle Ils ont volé ma vie. À Alors, qui vous parlez ? alors, ils ont volé ma vie, c'est les gendarmes, euh, le magistrat, c'est une brunetière, le procureur de la République, Tain, et puis, et puis aussi les journalistes qui ont aussi été les artisans de. Enfin, disons qu'ils ont collaboré, si vous voulez. C'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, ils sont complices de ma condamnation. Vous clamez votre innocence, pourtant lors d'une garde à vue, l'une des gardes à vue, vous reconnaissez le meurtre de votre frère avant de vous rétracter quelques semaines, jours après. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment Alors, la garde à vue. et ces conditions, justement? Ouais. Alors, la garde à vue, c'est, je peux dire que j'ai vécu l'enfer, même si j'ai eu du mal à la raconter après parce que j'avais un peu honte. Mais pendant 5 jours, j'ai pratiquement pas dormi. Et vers la fin de la garde à vue, ils m'ont traité de tous les noms, d'enculé. Je voulais pas avouer que je faisais semblant de rien comprendre, et ainsi de suite. Et donc, je vais vous passer. Je ne vais pas vous énumérer toutes les heures de la garde à vue, mais surtout vers la fin, vers la 46e heure. Il y a un gendarme qui vient me voir. Il me dit t'as intérêt d'avouer enculé parce que ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher. Bon, moi, je me demande ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce que c'est eux qui sont pas en train d'inventer, enfin bref. Et puis, ça continue, ils me harcèlent comme des malades, et après, j'entends un cri de jeune fille, quoi, et ils me disent, t'as intérêt d'avoir enculé parce que c'est ta fille qui pleure en ce moment. Et donc, quand j'en ai eu marre d'entendre ma fille pleurer, j'ai donc répété les dires de l'enquêteur que j'avais couru après mon frère avec une feuille de boucher. Et voilà, c'est comme ça que. Et puis après, dès que j'ai dit ça, bah, ils n'ont pas cherché à savoir qui, quoi pour Brigitte, pour Sandra Audrey. Apparemment, tout le monde s'en fout. Et ce n'est que 15 jours plus tard, je me suis rétracté le 22 septembre lors de la première reconstitution, où je n'ai pas voulu participer dans la mesure où je n'étais pas l'auteur des faits. Et la juge me dit, je me souviens, elle me dit, on va se revoir, évidemment. 8 jours après, je suis convoqué devant la juge et donc je lui parle de la garde à vue. J'ai dit, j'ai entendu ma fille pleurer et là, elle me dit, oh mais vous n'avez pas reconnu votre fille. Enfin, non, c'est pas comme ça. Elle dit, ça ne peut pas être votre fille parce que votre fille a été entendue à Conly à 40 km du Mans. Elle n'était pas au commissariat. Et là, je tombe des nues et là, je m'aperçois que je me suis fait avoir quelque chose de bien. Et donc, c'est là qu'elle me pose la question de savoir si pourquoi j'avais pas reconnu les cris de ma fille. C'est un peu normal.
jamais entendu ma fille crier, quoi. Et ce n'est qu'après j'ai découvert que c'était une femme gendarme qui avait crié à la place de ma fille. Et ça a été, j'en ai, c'était terrible, quoi. Tellement j'en ai eu honte, j'ai eu du mal à raconter en fin de compte, je me suis fait avoir, terrible, quoi. Il y a aussi des personnes qui vous mettent en cause, votre ex-femme, Ouais. Martine, ainsi que votre fille aînée. Donc, alors là, c'est des gens qui apprécieront, hein, puisque c'est dans le bouquin. Il faut savoir que le lundi matin, elle m'appelle à 9h30, 9h30 matin à Socopa pour me dire qu'il y a eu un malheur. Votre ex-femme, Mon Martine. ex-femme, ouais. Et là, je lui pose la question de savoir qu'est-ce que c'est comme malheur. Est-ce que c'est les filles, enfin Marion, Pauline, Célia ou voilà, je cherche et puis elle me dit ben non, c'est pas eux. Après, je parle de mes parents. Non, c'est pas ça. Et puis après, j'ai dit mais c'est qui heureusement que j'ai insisté, sinon j'aurais pas su, hein. Et elle me dit ben non, c'est ton frère. Je dis qu'est-ce qu'il a, Christian? Ben, il est mort. Comme ça. Donc après, je rentre et puis j'arrive dans le haut du chemin. Ça, je ne sais pas si vous voyez comment c'était, mais il y a pas un gendarme, mais un pompier volontaire de Torigny qui est là pour faire la circulation haute, et donc que je connais depuis très longtemps. Et là, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il paraît que mon frère est décédé. Ah, il m'a dit, ouais, mais il m'a dit, tout le monde est mort. C'est votre petit frère qui vous Et c'est mon l'apprend. petit frère qui arrive. Moi, j'ai pas pu descendre de la voiture, hein, parce que je suis complètement abasourdi par tout ce qui se passe. Et donc, c'est mon petit frère qui arrive et qui se jette dans mes bras. Et là, c'est terrible, quoi. On réalise même pas, quoi. Je voudrais revenir sur cette procédure que vous évoquez dans votre livre. Vous accablez la justice dans votre témoignage, notamment pour l'enquête que vous qualifiez de bâclée. Il y a eu des failles, selon vous, dans cette enquête qui a été menée? Évidemment, il y a des failles, et puis je ne suis pas le seul à le dire, puisque l'avocat général de la Cour de cassation, même s'il n'a pas été suivi dans ses réquisitions, il le détaille très bien dans son réquisitoire. Les gendarmes qui ont fait n'importe quoi, des légistes à côté de la plaque, j'en passe, quoi. C'est un vrai fiasco, quoi. Et malgré tout, vous avez toujours foi en la justice. Une enquête en révision en vue d'ouvrir un nouveau procès est en cours. Vous continuez à combattre. Je continuerai à combattre tant que j'aurai le souffle et la force. Non, non, mais je sais qu'on va y parvenir. Bernard Nicolas, pourquoi avoir choisi de coécrire avec Dany Leprince cet ouvrage? Ça fait des années que vous le suivez, vous avez déjà réalisé des documentaires sur lui, avec lui. Vous travaillez depuis de nombreux mois pour coécrire cet ouvrage. Pourquoi? Parce que pour moi, cette affaire est emblématique de ce que j'appelle les erreurs judiciaires à la française. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, une erreur judiciaire commence par une enquête ratée dès le début. C'est le cas ici, puisque les gendarmes vont s'acharner exclusivement sur Dany Leprince sans regarder d'autres pistes possibles. Et notamment l'absence d'empreinte de Dany Leprince, la moindre empreinte qu'on a cherchée dans la maison des crimes, on n'a rien trouvé le concernant. Il y avait des empreintes d'autres personnes, des empreintes génétiques également, sur des couteaux, etc. Et on n'a pas cherché à qui ça pouvait correspondre. Enfin, on sait que sur un couteau jaune retrouvé dans un buffet de la cuisine de Martine Compin, ex-Le Prince, il y avait des ADN, un ADN compatible avec l'ADN de Martine et d'Audrey, une des petites victimes. Mais on n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû pousser les investigations techniques, en l'occurrence, et scientifiques, un peu plus loin. Et puis, pour moi, quand j'appréhende ce dossier, je le lis, je m'immerge dans le dossier grâce à Roland Agré à l'époque, qui me transmet, voilà, et qui me donne une partie du dossier. Quand je pars de chez lui, j'ai 25 kilos de documents, je repars chez moi, j'épluche tout ça, et je me dis, c'est pas possible. J'ai l'habitude de lire des procès-verbaux, parce que j'ai travaillé sur d'autres affaires criminelles, et là, je tombe des nues, quoi. Je me dis, c'est pas possible qu'on ait condamné cet homme comme ça. Et
Et l'attitude de son ex-femme m'a interpellé, évidemment. Elle voit Dany frapper son frère, soi-disant. Elle arrive dans la maison, les trois autres victimes sont déjà mortes. Et puis, comme si de rien n'était, elle va se recoucher à côté de son mari. Elle alerte personne. Et elle appelle Dany, qui est censé savoir le lendemain matin. Elle l'appelle à la Socopa pour lui dire que son frère est mort. Je trouve ça complètement hallucinant. Quand je fais un film pour Canal+ en 2009, je pose la question à Céline Brunetière. Elle s'en mêle les pinceaux, pardonnez-moi l'expression. Elle est ridiculisée dans ce documentaire parce qu'elle a été ridicule à l'époque. Moi, je le dis. J'ai pas peur de dire qu'elle a mené une instruction ridicule, à charge, uniquement à charge, contre Dany le Prince. Elle me dit à l'époque, vous comprenez, cet homme ne parlait pas. Il ne parlait pas, mais il lui a beaucoup écrit. Et par exemple, vous avez certainement vu dans le livre que j'ai absolument tenu à mettre un courrier que Dany le Prince a écrit qui concerne les circonstances de la garde à vue. Quand vous regardez le procès-verbal d'audition de Dany le Prince, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a réellement vécu. Et donc, effectivement, Dany fustigeait un peu l'attitude des journalistes, ce que j'appelle moi des journalistes de commissariat, qui effectivement ont suivi à la ligne, à la lettre, ce que les gendarmes leur disaient, parce qu'ils diffusaient des infos. Le mensonge initial du procureur qui dit devant une meute de journalistes, il a avoué les 4 alors que c'est pas vrai. Enfin bon, il y a eu tellement de choses qu'il était essentiel que Dany puisse dire ce qu'il a réellement vécu. Et c'est pour ça, l'objet de ce livre, c'est uniquement ça. Après, évidemment, moi je comprends tout à fait Dany, pour lui ça n'est qu'une étape vers son innocence enfin reconnue, c'est ce qu'il espère, et ce que j'espère pour lui. Et tout ça est couché par écrit rapidement. Dany le Prince, vous parlez aussi de votre amour pour la Sarthe dans cet ouvrage. Est-ce que revenir vivre ici, dans ce département, ou revenir un peu plus souvent, c'est en projet ou c'est trop compliqué ? Non, c'est pas très compliqué. Je suis né dans la Sarthe, donc j'aimerais bien y revenir, quoi. C'est normal. Après, on verra comment ça va se passer, la suite judiciaire. Enfin, voilà, il y a un tas de paramètres, quoi. On verra la suite du combat. Merci beaucoup, Dany le Prince et Bernard Nicolas, d'être venus sur notre plateau.